Allez, bonjour à tous. Les 12 et 19 juin prochains, les Français vont élire un nouveau Parlement, 577 députés qui auront la responsabilité de choisir la destinée du pays pour les 5 prochaines années. 10 de ces députés seront isérois. On va s'intéresser aujourd'hui dans cette émission à la deuxième circonscription de l'Isère. Des candidats sont présents ici sur ce plateau. Ils sont 4. Je vais vous les présenter dans quelques instants. Mais avant ça, je vous propose une petite carte postale signée Lina Badreddine sur cette deuxième circonscription de l'Isère. Au sud de l'agglomération grenobloise, la deuxième circonscription de l'Isère s'étend de Saint-Martin-d'Air à Saint-Jean-de-Vaux, en passant par Échirolles, Hébin ou encore Visil. Composé de 24 communes, ce territoire compte environ 128 000 habitants, une population plutôt jeune, avec un âge médian de 37 ans. Deuxième ville du département, Saint-Martin-d'Air a initié à proximité du campus universitaire l'un des chantiers majeurs de l'agglomération avec la construction du complexe commercial Nerpic. Autre projet d'ampleur, celui de Grande-Alpe qui vise à améliorer le cadre de vie et l'attractivité des quartiers situés de part et d'autre de la rocade sud entre Hébin et Échirolles. Plus au sud, Visil et son château, berceau de la Révolution française et théâtre du passage de Napoléon à la fin du XVIIIe siècle, est aujourd'hui le site touristique le plus fréquenté du département avec plus de 700 000 visiteurs en 2021. Traditionnellement à gauche, entre communistes et socialistes, la circonscription a basculé en 2017 avec l'élection de Jean-Charles Collaroy pour La République En Marche, candidat pour un second mandat. Il fera face à 11 autres candidats. 6 hommes et 6 femmes se présentent au premier tour. Voilà, et je précise que la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête sur cette circonscription avec 28,5% des voix. Il devançait d'un peu moins de 3 points Emmanuel Macron, 25,8%. Et puis Marine Le Pen complétait le podium avec 20% des voix. 4 donc des 12 candidats qu'on vient de voir à la fin de ce reportage sont présents sur ce plateau. On va respecter le temps de parole et l'équité qui nous est demandé par l'ARCOM, ex-CSA. Je vous les présente. Jean-Charles Collaroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes député sortant, membre de La République En Marche. Vous avez été adhérent au Parti Socialiste au début de votre carrière politique. Vous avez 44 ans. Vous êtes élu à l'Assemblée nationale donc depuis 2017. Avant ça, vous étiez chef d'entreprise. Vous avez également été conseiller municipal d'opposition à Saint-Martin-d'Air pendant 4 ans, de 2016 à 2020. Voilà. Je le suis encore. Vous l'êtes encore. Fabienne Sarah, en face de vous, bonjour. Bonjour. Candidate soutenue par Les Républicains, vous avez 55 ans, vous travaillez à la Maison de l'Autonomie du département de l'Isère en tant que chargé de projet. C'est la première fois que vous vous présentez aux élections législatives. Tout à fait. Vous êtes également conseillère municipale d'opposition à Échirolles, un mandat que vous aviez déjà exercé de 2008 à 2014. Tout à fait. En face de vous, Cyrielle Châtelain. Bonjour. Bonjour, candidate soutenue officiellement par la NUPES, nouvelle Union populaire et écologiste et sociale, membre d'Europe Écologie Les Verts. Tout à fait. Vous habitez Hébin, vous avez 34 ans. Vous travaillez dans le cabinet de Bruno Bernard, qui est le président écologiste de la métropole de Lyon. Tout à fait. Et vous avez également travaillé avec Christophe Ferrari à la métropole de Grenoble il y a quelques années. Exactement. Vous avez été attaché parlementaire également dans votre carrière ? Oui, en 2012, d'un député écologiste. Oui, je m'en doutais. Donc le fonctionnement des collectivités publiques, vous le connaissez bien, même si, comme pour Fabienne Sarah, c'est la première fois que vous vous présentez aux élections législatives. Oui. Et puis, dernier invité de ce plateau, Jérôme Morubès, bonjour. Bonjour. Vous avez 31 ans, vous êtes membre du Parti communiste. Vous avez commencé tôt en politique, puisque vous avez été adjoint au maire de Saint-Martin-d'Air à partir de 2014. Vous êtes également conseiller délégué à la métropole et président du Bois Français, qui est ce centre aquatique géré par la métropole, qui a fait un peu parler de lui sur le dossier du Burkini ces derniers jours. Vous menez une candidature dissidente, puisque le PC ne vous soutient pas. Il fait partie de la NUPES derrière Cyrielle Châtelain. On va en parler évidemment avec vous en ce début d'émission. Avant ça, je voulais citer aussi les 8 autres candidats, puisqu'il y a 12 candidats en lice sur cette édition des législatives. Les voilà qui apparaissent: Grégory Manoukian pour le mouvement Hommes, Animaux, Nature, Muriel Burgaz pour le parti Reconquête, Maxence Morand pour le parti Pirate, Carole Condat d'Hiver Gauche,
Mohamed Gafsi, Écologie au Centre, Chantal Gomez pour Lutte ouvrière, Chloé Bailly pour le Rassemblement national et David Olivier pour le Parti animaliste. Alors Jérôme Rubès, on va commencer par vous. Quand on se lance dans une élection et qu'on n'est pas soutenu par son propre parti, j'imagine que c'est compliqué. Pourquoi avoir choisi de vous lancer dans ces législatives, dans ce contexte ? Alors tout d'abord, déjà, merci pour l'invitation, puisque ça permet justement d'exprimer un point de vue. Et puis, dans un premier temps, je revenais juste sur votre présentation. L'engagement politique ne se résume pas simplement à une élection et au mandat d'élu. J'ai commencé mon engagement politique en 2009. Je dirais même à l'origine avec le CPE en 2006, c'est ça qui a été l'élément déclencheur. Et donc je voulais juste revenir un petit peu sur ça. Pourquoi cette candidature ? C'est tout simplement sur le territoire. Je crois qu'il était important de ne pas priver les électeurs et les habitants d'un point de vue communiste sur la deuxième circonscription. Ce territoire a une histoire. Et surtout, il était hors de question, moi je combats ça et je milite régulièrement sur ça, pour simplement être dans une apparence, en tout cas une association d'étiquettes, d'appareils, je dirais une négociation un petit peu au niveau des états-majors des partis politiques, et qui ne permet pas au territoire d'avoir un point de vue important, en tout cas pour les salariés, pour les habitants de ce territoire. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation très dramatique au niveau du pays. Et simplement, aujourd'hui, être candidat d'une alliance électorale ne me satisfait pas. Et simplement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaitais être candidat aux élections législatives sur la deuxième circonscription. On rappelle que le PC dirige les deux grandes villes de la circonscription, Échirolles et Saint-Martin-d'Air. Trop souvent et trop longtemps, je crois que le point de vue communiste a été effacé sur différentes élections, qu'elles soient nationales ou locales. Et je pense qu'il est important aujourd'hui, que ce soit pour les travailleurs, pour les salariés, que ce point de vue ressurgisse un petit peu et se fasse entendre. Il est un peu à contre-courant, il est vrai, de ce qu'on peut entendre nationalement. Et donc c'est pour ça que je souhaite aujourd'hui me présenter. Bon, le PC de l'Isère parle d'une décision irresponsable en ce qui vous concerne. Ils n'ont pas été tendres avec vous. Même le maire de Saint-Martin-d'Air, dont vous êtes adjoint, David Queiroz, ne vous soutient pas. Il y aura des sanctions derrière ça, écoutez, l'avenir le dira. Moi, je ne peux présumer de ce qui pourra se passer. Je crois que le résultat, premièrement, qui sera observé, c'est le résultat dans les urnes. Et puis après, moi, mon parcours et mon chemin, ce n'est qu'un début. Je le dis aujourd'hui, c'est vrai que les élections sont une étape, en tout cas dans le point de vue militant et dans l'engagement politique. Ça ne doit pas être une fin en soi, ce qui est trop souvent dit aujourd'hui quand on se présente à une élection. Souvent on le dit, c'est une finalité, le combat ne s'arrête pas là et c'est que le début. Cyril Chatelain, alors vous êtes soutenu, vous, par le Parti communiste auquel appartient Jérôme Rubès. C'est une des petites particularités de cette élection sur la deuxième circonscription. Comment vous appréhendez cette candidature dissidente qui peut avoir du poids quand même ? Je rappelais que les deux grandes villes de la circonscription sont détenues par des élus communistes. Je pense que M. Rubès et moi, on est de la même génération. Moi aussi, j'ai commencé à ma vie politique par le CPE, mais un peu avant, contre les réformes Fillon au lycée. J'ai commencé mon engagement en 2006 au sein des Verts, qui sont devenus Europe Écologie Les Verts. Et oui, je comprends le choix de vouloir défendre ces idées. Donc je respecte. Aujourd'hui, par contre, je pense que le choix des électeurs, il était clair. Ils souhaitent un rassemblement d'idées, autour de 650 propositions, pour avoir une majorité de gauche et écologiste le 19 juin, et enfin apporter les changements dont on a besoin. Vous vous soutiendrez mutuellement si l'un ou l'autre arrivait en capacité de se maintenir au second tour Je peux me prononcer sur ce sujet aujourd'hui. Et vous, Cyril Chatelain ? Ma priorité, la raison de mon engagement, c'est d'avoir une majorité de gauche et écologiste. Donc bien sûr que je vais tout faire pour qu'il y ait cette majorité le 19 juin. Pour boucler sur ce sujet de dissidence, est-ce que ce n'est pas aussi un retour à l'envoyeur ? Aux dernières départementales, les écologistes ont mis sur les circonscriptions, enfin sur les cantons d'Échirolles et de Saint-Martin-d'Air, des binômes dissidents contre des candidats communistes. Est-ce que là, vous ne voyez pas un retour d'ascenseur ? Moi, je suis sur, sur le canton d'Échirolles. Échirolles-les-Bains, c'est le même canton. Nous étions en soutien à la candidature communiste. Et d'ailleurs, j'ai voté communiste à cette élection-là. Donc, nous avons joué lors du printemps isérois le jeu de la majorité, on espérait une majorité de gauche au département. Donc, voilà, je vous propose la même chose. Je pense qu'il faut qu'on soit en mesure de pouvoir apporter les changements en gouvernant. Bon, on verra s'il y a des choses qui vous différencient au cours de ce débat, j'imagine, même s'il y a une proximité quand même idéologique. Proximité aussi entre vous deux, Jean-Charles Collaroy et Fabienne Sarah. Je vais vous ressortir une petite photo de famille. Ça date non pas de 2021 des départementales, mais de 2020 des municipales. Vous étiez ensemble. Jean-Charles Collaroy, vous souteniez
la candidature de Fabienne Sarah sur la commune d'Échirolles. Vous aviez l'étiquette LREM à cette époque, Fabienne Sarah. On était soutenus et on avait une liste où il y avait plusieurs idéologies au sein, et puis des personnes qui n'avaient pas du tout qui n'étaient pas encartées. Donc on était soutenus. On était aussi soutenus par le MAN, hein, le mouvement Hommes, Animaux et Nature. Donc voilà, on avait différents soutiens sur une proposition qui était d'unifier les citoyens de la ville sur un programme municipal. Voilà, mais je n'ai cessé de répéter que je n'étais pas La République En Marche. Je menais une liste soutenue par La République En Marche. C'est un petit peu compliqué à comprendre, je pense, mais pour nous, c'était évident, en tout cas, pour les personnes qui étaient sur la liste. Il n'y avait pas de problème, quoi, là-dessus. Voilà. C'est compliqué, Jean-Charles Conrad, de se retrouver opposé à quelqu'un que vous souteniez sur la précédente élection? Ça fait jamais plaisir, hein, voilà. Mais après, Fabienne Sarah est libre des choix qu'elle fait, des mouvements, d'être soutenue par Laurent Wauquiez, les LR, le parti d'Éric Ciotti. Voilà, elle est libre de ses choix. Voilà. Moi, j'appartiens à la majorité présidentielle qui n'a rien à voir avec les Républicains. Alors, vous êtes soutenu par les Républicains, vous n'êtes pas membre des Républicains? Non, du tout, non. Moi, je suis restée dans la société. Mais c'est un soutien que vous assumez? C'est un soutien, oui, tout à fait, parce qu'en fait, on se retrouve sur des valeurs. Au sein de cette liste en 2020, il y avait aussi des personnes qui appartenaient aux Républicains. Il y avait des personnes du centre. Donc là, on est soutenu par les Républicains, par l'UDI, par le Nouveau Centre. Donc c'est tout à fait cohérent avec la démarche qu'on a eue en 2020. Et moi, j'avais pas. Je rappelle à M. Collaroy que peut-être que sans mon positionnement et sans mon travail, il n'y aurait pas eu 39 personnes. Il n'aurait pas été en capacité de mettre 39 personnes sur une liste, et il n'aurait pas aujourd'hui un élu au sein du conseil municipal d'Échirolles. Donc voilà. Moi, j'ai pas envie d'être un cheval de Troie, quoi. Voilà. Ça montre bien, hein, que le manque de clarté politique il est important, et que voilà, le spectacle aujourd'hui, politiciens, d'alliances, d'étiquettes, etc., les citoyens n'en veulent plus. Ils en ont marre. Oh, bien souvent, le PCF a fait des alliances quand même, hein, sur d'autres élections. C'est quand même aussi une spécialité du PCF. Donc le printemps isérois, on est quand même un bel exemple. Mais vous savez, l'union, enfin, il est lié à l'histoire du Parti communiste français. L'union, comme je le caractérise, c'est un combat. C'est un combat de tous les jours. Et avant tout, c'est l'union des salariés, des travailleurs. C'est ça le plus important. Et après, il y a une alliance électorale. Il n'y a pas des salariés, des travailleurs à droite, pour vous? Ce n'est pas ça que je dis. Là, vous me parlez d'une alliance au niveau des étiquettes. Je vous pose une question. Bien sûr. Ça n'a rien à voir avec le positionnement politique. Voilà. Exactement. Allez, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord tous les deux sur ce sujet. Pour avancer dans ce débat, on a choisi deux grands thèmes, deux grandes familles qui vont structurer la discussion. Le pouvoir d'achat et l'avenir de la planète. Voilà, c'est deux thèmes qui se sont imposés ces dernières semaines dans le débat national et forcément au niveau local aussi. On va commencer par les questions d'argent qui sont importantes, qui sont devenues centrales, avec notamment cette inflation qui dépasse les 5% actuellement sur un an, un taux qui n'avait jamais été aussi élevé depuis 1985, pratiquement 40 ans. Quelles sont les solutions que vous préconisez les uns et les autres? Alors, on va commencer par celui qui a tiré le numéro 1 au sort, ou celle plutôt, Fabienne Sarah, c'est vous. Alors, c'est le petit exercice d'avant-émission. Le pouvoir d'achat, à droite, comment on pense réguler ce problème qui touche beaucoup de Français? Il y a un gros problème déjà sur les carburants. Donc, il faut arrêter les taxes sur les carburants doivent être bloquées, évidemment, pour essayer de redescendre un prix au litre, 1,50 au moins. Il faut absolument y aller là-dessus. Sur les allocations, on va essayer aussi de se battre pour avoir des allocations dès le premier enfant, hein, quelles que soient les conditions de ressources. Et puis, je dois rendre hommage aussi aux Français qui sont en train d'inventer aussi un autre système, c'est d'avoir le pouvoir de choix, et le pouvoir de choix de consommer autrement, en circuit de proximité, pour essayer aussi de consommer mieux, et peut-être moins de viande, voilà. Il y a des solutions à trouver, mais les Français sont pleins de ressources et ils n'attendent pas après les politiques bien souvent parce que s'ils attendaient, au jour d'aujourd'hui, ils seraient plutôt mal. Donc c'est vrai qu'il semble évident qu'il faut baisser les taxes sur les carburants, ça c'est une nécessité. Et puis aussi aider les jeunes au niveau des études pour les aider à financer aussi. Voilà. C'est des propositions avec lesquelles vous pourriez être en phase, Cyril Châtelain?
La première chose, c'est que vous avez raison. La question du pouvoir d'achat, ça fait plusieurs semaines, on fait les marchés, on fait du porte-à-porte, c'est la question dont on nous parle. J'ai croisé une personne qui travaille, qui touche 700 € par mois. J'ai croisé une femme avec ses 3 enfants qui vit à Visil, qui n'arrive plus à faire son plein aujourd'hui. Donc c'est la question aujourd'hui que nous posent tous les Français. Et nous, en fait, on a 3 volets de mesures. Le premier, c'est l'augmentation des revenus. On doit pouvoir vivre dignement et notamment on doit pouvoir vivre de son travail. Donc c'est le SMIC à 1 500 €, c'est le dégel du point d'indice des fonctionnaires, mais c'est aussi l'augmentation des pensions de retraite et l'allocation d'autonomie jeunesse pour qu'on ait plus de jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté. La deuxième chose, c'est effectivement il faut agir de manière urgente et il faut bloquer le prix des produits de première nécessité. Et enfin, il faut des politiques structurelles pour se prémunir contre les futures hausses, notamment par la rénovation des logements. Jérôme Rubès, j'imagine que, comme Cyril Chatelain, vous partagez un peu l'analyse et les solutions proposées ? Sur l'analyse, vous l'avez déjà énoncé sur la question de l'inflation. Je crois qu'aujourd'hui, enfin, vous savez, moi, ce que je prône, en tout cas, au niveau du slogan, c'est de l'argent pour une vie digne et pas pour la guerre. Et c'est important de le dire, parce qu'en fait, aujourd'hui, sous prétexte d'une guerre, on voit quand même aujourd'hui une augmentation des prix. Et c'est important de pouvoir l'exprimer, parce que Cyril Chatelain l'a très bien dit, sur un sujet en tout cas, c'est qu'il y a un problème aujourd'hui au niveau des salaires. Les salaires sont très bas. Et ça, on subit une politique de 20 ans de politique libérale, quels que soient les présidents qui ont gouverné, que ce soit Hollande, Sarkozy, Macron. Et même Jacques Chirac. Je crois qu'à un moment donné, il faut pouvoir restructurer la société, il faut pouvoir modifier en profondeur notre modèle économique pour pouvoir changer un peu le système. Ce qu'il faut surtout et avant tout, c'est pouvoir et faire en sorte que le salaire, et moi je prône en tout cas un SMIC à 1 700 € net. Alors on va me dire, oui, comment vous le financez ? Oui, bien sûr, non mais écoutez, excusez-moi, mais avec 1 500 €, vous ne vivez pas aujourd'hui. Enfin, c'est la réalité. Vous ne vivez pas. Alors, imaginez ceux qui sont au minimum vieillesse, ceux qui sont au RSA. C'est une problématique de tous les jours. Vous savez, dans mon précédent mandat à la métropole, j'étais vice-président à l'insertion. Et j'en côtoyais des personnes dans la misère, dans la pauvreté, et qui aujourd'hui ont un problème important. Notamment, on parle du travail, mais il n'y a pas que. Il y a des problèmes de santé. Il y a beaucoup de choses qui engendrent l'isolement, etc. Et en plus, surtout avec la période Covid qu'on vient de vivre, qui a aussi été un prétexte, mais j'y reviendrai peut-être plus tard, on verra, de privation un petit peu de liberté. Enfin, voilà. Là, on nous engage quand même dans une société où on nous a commencé à nous priver de liberté en utilisant le Covid. La guerre permanente, je vous le dis, on s'engage dans un processus important. D'ailleurs, quels que soient les candidats à la présidentielle, c'était tous des candidats, je le dis, va-t-en-guerre, armés, et notamment l'Ukraine, pour lutter contre les Russes. Ça, c'est un problème. Nous, on est pour la paix, on est internationaliste. Et je crois qu'avant tout, c'est lutter dans son propre pays pour le désarmement. Et ça, ce n'est pas le cas de tous les candidats, et encore moins Europe Écologie Les Verts. Il ne faut pas aider les Ukrainiens aujourd'hui. Aider le peuple ukrainien. Oui. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas leur donner des armes pour se défendre. Non, je crois que ce n'est pas la même chose d'aider le peuple ukrainien qui subit déjà, c'est souvent eux qui subissent la guerre en premier, destruction d'immeubles, problématiques d'immigration parce qu'ils fuient dans les villes d'à côté, etc. Oui, bien sûr. Et simplement, non, mais je crois que nous, c'est pas à la France d'arbitrer en fait entre l'Ukraine et la Russie. Je suis désolée, ça va plus loin que ça. Aujourd'hui, la Russie commet des crimes de guerre. Ils utilisent le viol comme arme de guerre. Enfin, je pense qu'on ne peut pas être neutre dans cette situation. On a un agresseur et on a un agressé et on a des gens qui vivent dans la peur. Et on a face à nous quelqu'un qui a des pratiques qui sont innommables. Non, mais ici, on n'est pas Hollywood, en fait. Il n'y a pas un méchant et un gentil, en fait. La guerre, c'est destructeur pour qui que ce soit. Là, je crois que tout le monde est d'accord. Non, mais voilà. Mais comment réguler un problème qui existe depuis quelques mois ? Donc vous êtes contre le fait d'aider le peuple ukrainien en leur donnant des armes pour se défendre contre l'agresseur Vladimir Poutine. Vous êtes contre cela ? C'est pas clair, en fait. Ah non, mais moi, mais je vais être très clair. Moi, je suis contre l'armement. Effectivement, et que la France aide l'armement du peuple ukrainien. Vous êtes contre cela ? Bien sûr, je suis contre la guerre en fait. C'est important de le dire. Donc on les laisse se faire massacrer. Mais écoutez, non mais c'est une question. Mais vous avez raison de la poser. Je pense que c'est important de pouvoir le dire. Ce n'est pas notre rôle. Enfin, vous vous rendez compte que, en fait, il y a énormément de guerres dans le monde, et là on se focalise sur une guerre qui se passe en Ukraine, parce que ça se passe sur le territoire européen, où effectivement la Russie, et moi je condamne les actes de la Russie, et notamment de Vladimir Poutine, il a d'agresser l'Ukraine. Mais il faut aussi comprendre le contexte. Enfin, je veux dire, on a des candidats aussi qui sont aujourd'hui favorables à l'OTAN,
qui sont favorables à du coup une politique guerrière et favorables à l'installation de bases militaires en Union européenne. Enfin, je veux dire, à un moment donné, soit on est au service des États-Unis, soit on est indépendant. Et ce n'est pas le cas. Est-ce que vous garderiez ce positionnement si vous étiez ukrainien aujourd'hui ? Si vous étiez à la place des Ukrainiens, est-ce que vous garderiez cette analyse que vous avez ? Mais si j'étais ukrainien, déjà je ne suis pas ukrainien. Mais et si je vous pose la question parce que là, vous émettez des idées en étant tranquillement en France, dans un pays en paix, en sachant pas ce que ressentent les Ukrainiens. Ça paraît fou. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis pour qu'on aide les Ukrainiens. D'accord ? Donc, toute la campagne qui est organisée aujourd'hui pour fournir aide humanitaire. Pas d'armes pour qu'ils se défendent. Non. Ok. Bon. Parce qu'il y a autre chose derrière. Il y a autre chose derrière. Il n'y a pas que simplement la guerre aujourd'hui, russe, Ukraine, etc. Enfin, vous voyez, c'est important. Enfin, on pourra en parler, on ne va pas monopoliser le débat sur la guerre. Je pense qu'il y a d'autres sujets. Mais bon, tout ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les politiques en France... Non, mais je pense que la question internationale, aujourd'hui, elle est essentielle. Oui, elle est liée aussi à l'inflation. On s'émeut quand même de beaucoup de choses, mais excusez-moi, il y a eu la guerre en Syrie, il y a la guerre au Yémen, il y a la guerre israélo-palestinienne, etc. Et aujourd'hui, on trouve des milliards pour la guerre. L'Union européenne dégage des milliards pour la guerre et on n'est pas capable de dégager des milliards pour une vie digne. Et c'est ça qui est important. J'aimerais juste venir. Je pense que c'est une question essentielle, notamment quand l'objectif c'est de vouloir gouverner. La France est un grand pays. On a un réseau diplomatique extrêmement fort, avec des professionnels de très grande qualité. Un réseau diplomatique aujourd'hui qui est en train d'être démantelé. Et moi, ma question, je vous la pose, est-ce que vous êtes pour ce démantèlement de notre réseau diplomatique et pour l'affaiblissement de la place de la France dans le monde. C'est-à-dire que la France ne soit plus en capacité justement d'avoir une politique diplomatique sur ces questions-là. Face aux États-Unis, on avait Trump il n'y a pas si longtemps, face à Vladimir Poutine. Est-ce que c'est le moment de s'affaiblir ? Je crois que ce n'est pas parce qu'on fait des réformes structurelles au niveau du ministère des Affaires étrangères qu'on démantèle la capacité diplomatique de la France. Ce n'est pas du tout ce qui est en jeu aujourd'hui. Moi, en tout cas, je ne suis pas comme le candidat Jean-Luc Mélenchon que vous soutenez pour le non-alignement. Je rappelle quand même que Jean-Luc Mélenchon lui-même est contre l'envoi d'armes à l'Ukraine. Donc finalement, vous êtes sur la position de Jérôme Rubès sur ce sujet. Moi, je pense qu'il faut aider militairement l'Ukraine. Je suis aussi favorable à l'OTAN qui envoie beaucoup de pays européens d'ailleurs qui demande à entrer dans l'OTAN, et je fais la différence entre Vladimir Poutine, qui crée la guerre, qui est un agresseur, et l'OTAN, où beaucoup de pays veulent y rentrer pour se protéger, même s'il faut être capable aussi de le réformer, et bien sûr l'aide humanitaire. Sur le pouvoir d'achat, parce que... Excusez, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est-à-dire que quand le Quai d'Orsay, qui n'a pas fait grève depuis 20 ans, se met en grève, quand tous les spécialistes de la politique internationale se mettent en grève et nous disent « vous mettez en danger, vous nous fragilisez », votre réponse c'est « vous ne savez pas de quoi vous parlez » ? Je crois que ce n'est pas parce qu'on veut modifier le régime d'un corps diplomatique et donc la gestion des ambassadeurs, ce n'est pas similaire à on veut démanteler la puissance de la France. Ça ne nécessite pas de l'expertise, une connaissance spécifique de gérer les questions de politique étrangère ? Si, bien sûr, mais je pense qu'on peut réformer un ministère et un corps diplomatique sans forcément être synonyme de démanteler la puissance diplomatique de la France. Je crois que ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite faire. C'est peut-être aussi qu'à la base, il n'y a pas eu de concertation et qu'on réforme son concertation, un peu comme ce qui se passe depuis plusieurs années en France. Et je voulais savoir, Madame Chatelain, comment vous allez vous positionner en effet sur cette problématique de guerre qui est importante lorsque vous serez élu député. Voilà, et que vous allez devoir prendre une décision avec une alliance au sein duquel tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet, puisque en effet le PCF, c'est intéressant de savoir comment vous allez arbitrer ça. Non, mais tout à fait. Mais en fait, ces discussions, elles ont eu lieu et la position, elle est extrêmement claire. L'attitude de la Russie est inacceptable. Donc aujourd'hui, la position, c'est ce dont on a débattu, c'est-à-dire qu'il y a un agresseur et il y a un agressé. En Europe, on ne peut pas accepter qu'un pays, c'est-à-dire rentre dans un autre pays de manière illégale par des forces armées, par des troupes et se mettent à piller. Donc oui, bien sûr que la réponse devra être extrêmement ferme. Et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon l'a dit à plusieurs reprises, bien évidemment, que sur cette question-là, sur l'international, il ne peut pas y avoir deux paroles de la France. Il n'y aura qu'une seule parole. Et le président de la République et le chef du gouvernement travailleront ensemble. Enfin, il y a 4 mois, en décembre dernier, plus précisément, Jean-Luc Mélenchon disait « l'agresseur, c'est l'OTAN ». Nous ne sommes pas pour l'envoi d'armes à l'Ukraine. Bon. C'est compliqué pour les citoyens de s'y retrouver avec des discours qui changent en fait tous les mois. C'est quand même très compliqué.
Moi, je pense que sur cette question-là, mais c'est vraiment une question importante parce que c'est là où on voit vraiment l'intérêt d'une union et d'un rassemblement qui n'est justement pas une addition de logos, mais qui est une discussion entre des personnes qui ont des positions différentes. Et aujourd'hui, dans cette discussion-là, on est arrivé à une position commune qui est celle-ci. La France doit avoir une parole claire, et cette parole claire est que l'attitude de la Russie est inacceptable. Et ça sera l'unique parole que portera la nouvelle Union populaire. Pour revenir sur le début de ce débat qui était l'inflation, le pouvoir d'achat, il y avait des solutions proposées qui paraissent évidentes, la hausse des salaires. Ce n'est pas la direction en tout cas que prend le gouvernement, pas la direction principale. Pourquoi Jean-Charles Collaroy ? Bon, d'abord, on s'appuie sur un quinquennat très fort sur le pouvoir d'achat. On a supprimé la taxe d'habitation. C'est l'équivalent de 600 € par ménage français par an rendu en pouvoir d'achat. On a baissé les cotisations sociales, ce qui permet de l'équivalent d'un 13e mois pour un salarié qui gagne le SMIC. On a augmenté de 100 € par mois l'allocation adulte handicapé, de 100 € par mois le minimum retraite. On a fait une réforme très forte dont on parle peu, c'est le zéro reste à charge sur les lunettes, les prothèses auditives, les prothèses dentaires. Alors, aujourd'hui, on est dans un contexte où, effectivement, avec la guerre en Ukraine, il y a de la tension sur le prix des énergies et il y a de la tension sur le prix des matières premières. Donc, il faut aller, bien sûr, beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'on fait un bouclier tarifaire. Vous parliez tout à l'heure, M. Rubès, de mettre les milliards d'euros plutôt sur le pouvoir d'achat que sur la guerre. En 2022, le bouclier tarifaire mis par la France sur l'électricité, le gaz, les moins 18 centimes sur l'essence, c'est 22 milliards d'euros rendus aux Français. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, le prix de l'électricité, c'est 4% d'augmentation en France, là où en Espagne ou au Portugal, on voit des 50, 60, 70% d'augmentation. C'est ce qui fait que l'inflation aujourd'hui en France, elle est de 5%, ce qui est déjà énorme. Alors même que dans d'autres pays, on est un des pays européens où c'est le plus bas, on a des pays où l'inflation est à 9, 10, 15%. Donc cette protection, elle est déjà là, mais il faut aller plus loin. Qu'est-ce qu'on souhaite faire ? Dividendes salariés. Dividendes salariés, ça veut dire que quand des dividendes sont remis en action, eh bien, il faut que les salariés puissent aussi en bénéficier et le toucher. C'est une mesure de justice. Il y a la poursuite des baisses d'impôts. Suppression de la redevance télé, 140 € en moyenne par an et par Français. C'est poursuite des baisses d'impôts, tout en maintenant un financement du service public de qualité. C'est aussi un sujet dont on parle assez peu, c'est l'abaissement des charges sur les indépendants, c'est 500 € en moyenne, et puis c'est travailler sur le point d'indice des fonctionnaires et l'alignement des pensions de retraite sur l'inflation dès l'été, et c'est le premier projet de loi sur lequel le gouvernement actuel est en train de travailler et qui sera débattu au Parlement en juillet. Donc on voit toute une série de mesures qui sont là pour aider sur le pouvoir d'achat, parce qu'effectivement, et je suis d'accord là avec ce qui a été dit, c'est la première préoccupation aujourd'hui des Français et c'est bien normal. Mais par contre, j'ai une question. Lorsqu'on parle de suppression de la taxe d'habitation, elle a été supprimée certes, mais les communes pour s'en sortir sont en train d'augmenter les taxes foncières. Non, parce qu'il y a eu une compensation. Il y a une compensation. Celles qui font ça ne jouent pas le jeu. Il y a une compensation à l'euro près de la taxe d'habitation. En tout cas, pour les habitants, c'est pas très très clair, parce que là, ils sont en train de voir des taxes qui augmentent énormément au niveau communal, et du coup, ils n'ont pas l'impression d'avoir gagné quoi que ce soit. Et c'est surtout que vous faites beaucoup de promesses. Vous aviez d'ailleurs promis d'avoir... Le bilan, c'était des actes concrets. Les 22 milliards d'euros, ce ne sont pas des promesses rendues aux Français. Oui, comme les 15 milliards d'euros pris sur les APL ou les 2,3 millions d'euros pris chaque année sur l'assurance chômage. C'est ça aussi votre bilan. Mais j'aimerais bien connaître, effectivement, vous faites des promesses. Alors, a priori, vous n'êtes pas pressé, parce que vous attendez juillet. Vous avez repoussé ce projet de loi de finances rectificative. Ça va être le premier texte de loi. Oui, mais alors qu'on voit que l'urgence, elle est immédiate, en fait. Bien sûr. La deuxième chose, c'est que, moi, ça m'interroge. Vous repoussez. C'est-à-dire, comment est-ce que vous financez l'ensemble de ces promesses ? Parce que j'ai lu votre programme, vous faites beaucoup de promesses, mais vous promettez aussi beaucoup de baisser les impôts, notamment des entreprises. La fin de la CVAE, par exemple, qui va impacter directement les collectivités locales. Et donc, la mise en place de politiques publiques sur les territoires. Donc, comment vous pouvez à la fois financer vos promesses et continuer à financer des baisses d'impôts pour les entreprises ? Alors, moi, je vais répondre, parce que nous, notre bilan, notre programme, il est clair, c'est 50 milliards d'euros sur les années qui viennent. Vous nous direz combien c'est l'ensemble des promesses. Je crois que vous, c'est 220 milliards d'euros. Où est-ce que vous les trouvez, ces 50 milliards ? Où est-ce que vous les trouvez ? Non, mais je vais vous répondre. Mais si vous répondez sur les 200 milliards d'euros par an que votre programme engagera comme dépenses publiques. Nous disons la vérité aux Français. Nous faisons une réforme des retraites. Nous faisons une économie sur le train de vie de l'État. Nous contractualisons avec les communes, effectivement, pour une croissance mesurée de leurs dépenses. Et
Et enfin, effectivement, nous avons une politique de dynamisme économique, nous visons le plein emploi, là où nous sommes cohérents, et vous êtes partisans finalement de la décroissance, parce qu'après on va parler de la transition écologique, vous soutenez des candidats, Yannick Jadot, Delphine Batho, qui sont des décroissants économiques, qui n'est pas compatible avec une reprise de l'activité économique et donc des marges de manœuvre. Moi je vous ai expliqué comment trouver les 50 milliards d'euros, maintenant expliquez-moi, puisque vous m'avez posé une question, non mais parce que c'est intéressant, oui, non, mais je crois que... Expliquez-nous comment vous financez les 220 milliards d'euros du programme, l'augmentation du SMIC, on rase gratis, la retraite à 60 ans. Oui. Notre programme aujourd'hui, il est financé. C'est-à-dire, je vais prendre 2 exemples extrêmement clairs et immédiats. L'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, plus 10%. Il est gelé depuis 2010. Ça coûtera 12 milliards d'euros. Ces 12 milliards d'euros, on les trouve en remettant en place un ISF climatique qui va rapporter 10 milliards d'euros. Les 2 milliards supplémentaires, on les trouve en supprimant la flat tax. Deuxième exemple, l'augmentation des pensions de retraite, qui aujourd'hui, comme l'a dit M. Rubès, est extrêmement important parce qu'il y a de nombreux retraités qui ne vivent pas bien. 25 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'on resoumet aux cotisations sociales des revenus qui aujourd'hui n'y sont pas soumis. C'est-à-dire qu'on remet au pot commun ces revenus-là. Et moi, là où vous avez dit beaucoup de jolis mots. La retraite à 60 ans, juste, et l'augmentation du SMIC à 1 500 euros, ça représente, le chiffrage, c'est 200 milliards d'euros. Non, 200 milliards d'euros, c'est l'investissement sur la transition énergétique. L'augmentation du SMIC, aujourd'hui, ça sera bien sûr l'accompagnement des TPE, PME. Par contre, il y a beaucoup de très grandes entreprises qui peuvent se permettre l'augmentation du SMIC. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, le CAC 40, c'est 137 milliards de bénéfices et 80 milliards de dividendes. Donc aujourd'hui, je pense que ces entreprises-là, elles peuvent se permettre de rémunérer les travailleurs qui font la richesse de leurs entreprises. La deuxième chose, c'est que vous avez dit des jolis mots. On va être plus efficient et on va demander aux collectivités de moins dépenser. Alors vous ne l'avez pas dit comme ça, mais globalement, c'était l'idée. C'est-à-dire qu'en vrai, vous allez continuer à aller abîmer les services publics. Non. Je pense que... Mais vous avez vu dans quel état on est aujourd'hui ? La justice fragilisée, l'éducation, on n'arrive plus à recruter... Le budget de la justice a été jamais aussi haut que sur ce quinquennat. On a recruté 10 000 fonctionnaires de police là où sous Nicolas Sarkozy, il y a eu des suppressions de postes. Donc en fait, vous me parlez en théorie, mais pas en pratique. En fait. Vous me parlez de policiers, je vous parle de la justice, je vous parle de magistrats, je vous parle de greffiers. Excusez-moi. C'est pas le service public, aujourd'hui, la police ? Bien sûr que si, c'est très bien, mais il faut les deux. En fait, il faut les deux bouts de la chaîne. Il faut des policiers, il faut des magistrats. Et surtout, il faut des résultats. Et il faut des résultats. Excusez-moi, parce que là, c'est du blabla. Et on n'a pas de résultats. La deuxième chose, non, les résultats, on les a. Excusez-moi, les résultats, on les a. On a des hôpitaux qui ferment. Aujourd'hui, on a des urgences qui sont fermées. On n'arrive plus à recruter des profs. Donc, en fait, votre programme, il est clair. C'est que ces 50 milliards, vous allez chercher dans la santé des Français, dans leur éducation et dans leur sécurité. Mais si, mais justement, vous vouliez dire la vérité. Quand vous dites on va maîtriser, on va faire de l'efficacité, ça veut dire moins de fonctionnaires. Assumez-le. Mais ça veut dire qu'il faut agir autrement. Ça veut dire qu'il faut repenser aussi les métiers. Quand vous parlez de l'hôpital, il faut repenser le métier. Parce que là, actuellement, c'est une explosion. Le grand âge arrive, on va avoir un tsunami dans quelques années et on n'aura plus d'infirmières, on n'aura plus d'auxiliaires de vie. Et même là, au mois d'août, ça va être problématique. Donc, à quel moment on pense à parler formation, recrutement de personnes qui sont vraiment... qui ont du goût pour ces métiers-là. Pas des gens qu'on va chercher pour leur dire « Tiens, tu as besoin de travailler, vas-y, travaille. » Et puis, au bout de 2 jours, la personne s'en va parce qu'elle n'est pas faite pour ça. À quel moment on recrute ? À quel moment on forme ? À quel moment on parle salaire ? Reconnaissance ? C'est ça qui est important. On parler dans le Ségur de la santé. Oui, mais il n'y a pas de résultat. Aujourd'hui, au mois d'août, là même aujourd'hui, il n'y a personne... Il n'y a pas eu d'augmentation pour les personnels de santé. Il n'y a pas eu d'augmentation pour les personnels de santé. Vous parlez argent, je vous parle humain. Mais c'est-à-dire, vous demandez des augmentations, en fait. Vous demandez des formations. On a supprimé le numerus clausus, justement. Mais numerus clausus, qu'est-ce que ça fait de supprimer? Mais ça fait qu'on forme beaucoup plus de médecins. Aujourd'hui, on a besoin de l'urgence, elle est aujourd'hui. Oui, bien sûr. Elle n'est pas dans 10 ans. Elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, les professionnels de santé, pour l'attractivité. Aujourd'hui, pour avoir l'attention du gouvernement, les professionnels de santé, ils sont à la une de Paris Match, avec leur fiche de paye. Non, mais c'est une vérité, c'est-à-dire, il faut regarder combien touchent les infirmières. Une infirmière de jour, c'est 1 900 €. Un médecin interne, c'est 2 000 € pour faire 55 heures par semaine. Donc oui, effectivement, je pense qu'on a besoin de faire beaucoup plus que ce qui a été fait. Jérôme Moulette, vous voulez intervenir, après on passera au deuxième thème. Je crois que là, dans le débat, on est typiquement un petit peu de ce que les électeurs en ont marre. C'est-à-dire, on balance des chiffres, mais excusez-moi, mais quand on parle, moi, à ceux que je rencontre, quand on parle de milliards et de milliards, c'est compliqué de se représenter exactement ce que ça veut dire. Par contre, quand on parle du SMIC, effectivement, à 1 700 €, concrètement, là, on parle aux gens et ils comprennent ce qu'on dit. Mais ça coûte des milliards à faire, quand même. C'est un spectacle auquel on assiste. Moi, excusez-moi, Fabienne Sarah, mais à la région, Laurent Wauquiez
La politique de formation, c'est lui qui est en charge. Il l'a déconstruit. La politique également... Au niveau économique, c'est votre vision. Voilà, mais c'est votre vision. Oui, mais donc vous êtes vous faites la, excusez-moi du terme, mais en gros celle qui n'appartient à aucun parti politique, mais vous êtes soutenu par les LR ou hier le République en marche, donc on voit bien que les étiquettes sont proches d'ailleurs. Hein, on voit bien qu'il n'y a pas non plus une disparité politique très importante. Et là, on l'humain d'abord, etc. Bon, moi, ce que je voudrais dire, simplement, c'est qu'on voit bien, on a eu la démonstration par Jean-Charles Colas-Roy de la déconstruction méthodique du service public. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on balance comme ça des mesures de pansement en bouclier. Vous entendez le mot bouclier, c'est-à-dire on est attaqué, mais c'est qui attaque? C'est Macron qui attaque. C'est Macron qui attaque les salariés. C'est Macron qui attaque le pouvoir d'achat. Et donc, voilà, ils parlent de bouclier alors que c'est eux qui attaquent. C'est eux les agresseurs. On parlait d'agresseurs agressés. Bah voilà, là, pour le coup, c'est eux les agresseurs. Sur le service public, on a typiquement l'argumentaire de La République En Marche avec on a supprimé la taxe d'habitation, on va supprimer demain effectivement ce qui a été évoqué, la CVAE, etc. Tout ça, c'est des finances publiques permettant le développement de services publics de proximité. Aujourd'hui, les premiers interlocuteurs des citoyens, ce sont les élus locaux. Et on ne leur donne pas les moyens de faire en sorte de mener une politique, que ce soit sociale, de solidarité, développer le service public, parce que c'est bien beau d'augmenter le point d'indice, et moi j'en serais très heureux que les fonctionnaires gagnent beaucoup mieux, parce qu'ils sont sous-payés. Voilà, j'aimerais beaucoup qu'ils gagnent plus. Mais malheureusement, il y a la question, c'est les collectivités locales qui vont en payer le premier prix, parce que c'est eux qui vont devoir payer les fonctionnaires, et l'État ne va pas compenser. Et beaucoup de choses comme ça, c'est Macron prend des décisions et c'est les collectivités locales qui doivent assumer les conséquences de ces décisions et qui ont un impact direct sur le service public. On l'a bien vu pendant la période Covid, l'hôpital, excusez-moi, mais l'hôpital a été dans une situation catastrophique et on a pu enfin voir la réalité de l'état de la France et notamment sur les hôpitaux publics après 20 ans de politique libérale de déconstruction de l'hôpital public. Allez, vous avez pu vous exprimer là-dessus. On a un ancien ministre de la Santé qui est aussi dans la campagne législative en Isère. Il répondra peut-être sur ce sujet en particulier. Vous avez évoqué le prix de l'énergie qui, effectivement, préoccupe beaucoup de Français et d'élus en ce moment. Ça nous amène vers l'autre thématique importante, c'est l'avenir de notre planète, la préservation de l'environnement, notamment la lutte contre le réchauffement climatique. C'est officiel, le mois de mai 2022 aura été le mois le plus chaud jamais enregistré en France sur le siècle passé, un indicateur supplémentaire qui nous laisse penser que les années à venir vont être compliquées. Jean-Charles Colas-Roy, on a l'impression que les politiques publiques en général n'ont pas forcément pris l'ampleur du phénomène, la complexité que va nous amener ce réchauffement climatique dans les années à venir. Vous avez raison, hein, c'est un sujet qui doit tous nous concerner, les politiques publiques, mais aussi les collectivités locales. D'ailleurs, c'est pour ça que la Première ministre est en charge directement de ce sujet, avec 2 ministres, planification énergétique et planification écologique et territoriale. Et puis, c'est aussi un sujet qui doit concerner l'ensemble de la population, les citoyens, les entreprises. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on valorise les comportements vertueux, qu'on passe d'une économie linéaire à une économie circulaire, qu'on soutienne plus ceux qui font de la rénovation, les transports. C'est ce qu'on a essayé de faire dans ce quinquennat et qu'il faut encore appliquer. Vous avez fait assez, selon vous ? On ne fait jamais assez. C'était un de vos ah oui, bien sûr. domaines de prédilection. C'est sûr, à l'Assemblée nationale, je suis un spécialiste de ce sujet-là. Vous savez, moi, je dis souvent ni autosatisfaction, ni autoflagellation. Voilà, c'est-à-dire que certes, il faut aller plus loin, mais il ne faut pas dire non plus que la France n'a rien fait. Parce que quand on regarde à l'international, si on écoute là le bilan qui vient d'être fait, on dirait que rien ne marche en France, qu'on est dans le pire des pays. Or, regardez bien dans les classements internationaux, la France est souvent louée pour son action sur la transition écologique. On est un des pays qui émet le moins de gaz à effet de serre. Sur l'inflation ou le pouvoir d'achat ou sur la redistribution entre les riches et les pauvres, on est aussi un des pays qui est mis en avant. Donc, je ne voudrais pas laisser croire ici, après le débat qu'on a eu... Si je puis me permettre. Ouais, enfin, je crois pas. C'est-à-dire que ça, c'est intéressant comme remarque parce que vous voyez, tous les maux de la France, c'est la faute au président de la République Emmanuel Macron. Et puis quand il y a quelque chose qui réussit, c'est grâce au travail qui a été fait avant. Je parlais de la répartition des richesses. Excusez-moi, j'ai réagi au moment où vous parliez de la répartition des richesses. Mais souvent dans les débats, vous regarderez, c'est souvent ça. Hein, donc, mais bon, ça, assumons quand on est en responsabilité. Mais la France a bien été condamnée pour inaction climatique. Oui, très bien. Quelle période, Madame Sarah ? 2015-2018. Oui, mais... Vous savez qui était au pouvoir entre 2015 et 2018 ?
les socialistes associés à Europe Écologie Les Verts. Oui. Intéressant quand même Oui. comme argument. Enfin, Emmanuel Macron était dans le gouvernement, excusez-moi. Bien sûr. Oui, Mais c'était il une est là alliance depuis socialiste il est Europe là Écologie depuis Les Verts. un bon moment quand même. Oui, bien Emmanuel sûr, Macron. bien sûr. Mais Ne c'est un l'oublions argument pas. intéressant parce qu'il est repris par les Verts, alors même que c'était un gouvernement socialiste Europe Écologie Les Verts qui était aux Mais qu'est-ce que vous responsabilités. pensez faire alors? C'est ça. Surtout, moi, je voudrais quand même donner deux choses. C'est un, la note des citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, pour le gouvernement. C'est 2,5 sur 10. Il me semble qu'ils ne sont d'aucun parti et leur seul parti pris, c'est l'intérêt des Français. Globalement, 2,5 sur 10, je pense que c'est le bonnet d'âne. La deuxième chose, c'est le Haut Conseil pour le climat, qui dit que la loi climat n'est pas compatible avec le rythme avec lequel on doit agir contre le dérèglement climatique. Oui, bien sûr, Donc, c'est pour ça globalement, qu'on aujourd'hui, doit votre accélérer. bilan- Il n'y a pas C'est ça. de souci avec ça. Hein. Mais, d'accord. Donc, a priori, vous ne l'avez pas fait pendant 5 ans. Ah si. Ah ben non, On a fermé les centrales à charbon, on a fermé Notre-Dame-des-Landes, Montagne d'Or, on a doublé le rythme des émissions de gaz à effet de serre, hein, moins 2% par an, là où c'était moins 1% sous le quinquennat Hollande vert socialiste. On a 1 million de primes à la conversion pour les véhicules, on a 700 000 rénovations grâce Et à ma prime pourquoi- rénov'. pourquoi Donc, avoir fermé pourquoi dire Fessenheim rien n'a été fait? Pourquoi avoir fermé Non, on va en Fessenheim? parler. C'est ça. On va Et parler, la loi pour le climat, qui est votre grande loi d'accélération, elle permet de faire 10% du chemin. Pas la 10%. seule, pas la seule. Non, mais Alors, c'est 10% pas du la chemin. seule. Fabienne Sarah évoque Fessenheim, donc centrale nucléaire qui a été fermée Pourquoi ça a été fermé? sur le mandat. Sur le nucléaire, là aussi, il y a des divergences entre vous autour de cette table. Évidemment, on va en parler. Alors, pour répondre à la question de Fabienne Sarah, pourquoi avoir fermé Fessenheim Donc d'abord- alors qu'il y a des projets de construction de centrales nucléaires qui ont été annoncés Bien par le sûr. gouvernement D'abord, ces derniers Fessenheim, mois. elle est située à la frontière de 3 pays, Suisse, Allemagne et France. Elle est sur la plus grande zone avec le Rhin à protéger. Et puis, c'est la plus vieille des centrales existantes. Et depuis 2012, et la décision prise par l'alliance PS Europe Écologie Les Verts, aucun investissement n'avait été fait sur cette centrale. Donc il était quasiment impossible, de la redémarrer. Donc aujourd'hui, nous, notre stratégie, elle est claire, en revanche, dans la majorité présidentielle. C'est 1, sobriété énergétique, 2, développement des énergies renouvelables, 3, investissement dans le nucléaire. Et dans l'investissement dans le nucléaire, il y a la construction de réacteurs nucléaires, aujourd'hui décidés et en option. Donc nous, on est très clair. Là où finalement, dans l'alliance NUPS, c'est l'incohérence totale, puisque le Parti communiste est pour le nucléaire, le reste des partis est contre, donc je ne sais pas comment ils feront pour gouverner. Et pour le... Donc si vous voulez la position... je vous assure, je suis très cohérente avec moi-même. Moi, je vois le logo du Parti communiste sur les affiches de Jérôme Rubès, quand même. Vous avez mal lu. J'ai vu une On va fossile effectivement marquée. demander- Mais Le peut-être logo du Parti communiste. On va effectivement d'accord. demander Je me à suis laissé Cyril tromper. Châtelain alors, sa position, elle, en tant que membre d'Europe Écologie Les Verts sur le nucléaire. Et effectivement, Membre de la nouvelle comment, au sein de la NUPES, vous gérez ce dilemme, puisque même si Jérôme Rubès ne fait pas partie de l'Alliance, il est membre du Parti communiste et que le PC n'a pas caché ses velléités de poursuivre le développement du nucléaire en France. La première chose, parce que je vais revenir au début du débat, c'est que la majorité de gauche et écologiste pour laquelle je me bats a un seul objectif, c'est de limiter à 1,5 degré la hausse des températures. C'est essentiel. Et pour ça, c'est 3 piliers. Premièrement, arrêter le gaspillage et la sobriété. C'est-à-dire, on arrête vous êtes les écrans lumineux, on arrête aussi les vols intérieurs, aujourd'hui, ce qui n'est pas suffisamment fait dans la loi climat, quand il existe une alternative décarbonée. La deuxième chose, c'est de bien utiliser notre énergie. C'est-à-dire que, par exemple, sur les logements, il faut rénover 700 000 logements par an pour arrêter de chauffer dehors. La troisième chose, c'est avoir une société durable. C'est bien sûr les énergies renouvelables et c'est la lutte contre l'obsolescence programmée. Et d'ailleurs, je vois que vous avez cité l'économie circulaire, donc je suis très heureuse de voir que vous vous mettez à la décroissance, parce que la décroissance, c'est ça. C'est un modèle économique Rien à voir qui avec la est basé sur la sobriété et la durabilité. Sur le nucléaire, je vais vous répondre. Effectivement, la position de la nouvelle Union populaire, elle est pour augmenter progressivement les énergies renouvelables et diminuer progressivement la part du nucléaire pour atteindre une France 100% renouvelable. Pourquoi? Mais il y a 2 raisons principales. 1, le coût. C'est-à-dire que le nucléaire, dans les 10 ans qui viennent, c'est 100 milliards d'euros qui doivent être investis pour entretenir les réacteurs. C'est 1,7 milliard par réacteur. C'est énorme. La deuxième chose, c'est le fait qu'aujourd'hui, le nucléaire, il y a quelques jours encore, quelques semaines, il faisait extrêmement chaud. On avait la moitié des réacteurs qui étaient à l'arrêt, en partie par cause de corrosion, et en partie parce que l'eau qui est censée, les rivières qui sont censées refroidir les réacteurs sont soit trop chaudes, soit il n'y a plus assez d'eau. Donc aujourd'hui, dans un monde où les températures se réchauffent, le nucléaire, ce n'est pas la solution. Donc ça, c'est une stratégie à l'allemande, où finalement vous avez plus d'émissions de gaz à effet de serre en Allemagne qu'en France, énormément de dépendance au charbon et énormément de dépendance au pétrole importé du Moyen-Orient et au gaz de la Russie.
Voilà, moi, je ne veux pas ça pour mon pays. Et je suis heureux de découvrir que le Parti communiste, donc, puisque vous dites que ça fait partie de la NUPS, est favorable à cette stratégie sur le nucléaire. J'en prends note. Justement, l'avis de Jérôme Roux. Je voudrais juste revenir, c'est-à-dire que je n'ai pas dit un arrêt immédiat, j'ai dit un arrêt progressif. Et cet arrêt progressif, est-ce que ça inclut la construction de nouvelles centrales bien sûr que non. C'est-à-dire qu'on diminue l'objectif. Et la prolongation des centrales. Mais les centrales, elles ont été déjà prolongées largement au-delà de leur durée de vie initiale. Et je ne sais pas si vous avez entendu l'argent, c'est donc aucune prolongation de centrale. 100 milliards d'euros. Et l'objectif, c'est d'investir cet argent pour augmenter la part du renouvelable. La France est le dernier pays en termes d'investissement sur le renouvelable. Parce que oui, moi je pense qu'il vaut mieux dépendre de l'eau, du soleil et du vent pour produire son énergie qu'effectivement du gaz russe ou du gaz de schiste américain. Sauf que là, vous parlez d'énergies qui sont intermittentes, contrairement au nucléaire qui est pilotable. Qui ne fonctionne pas quand il fait chaud. Oui, mais sauf qu'il est pilotable, donc vous augmenterez la dépendance au gaz russe et les émissions de gaz à effet de serre, comme en Allemagne. Jérôme Rubens, je ne sais pas si vous êtes la voix du Parti communiste, mais en tout cas, votre leader Fabien Roussel, pendant la présidentielle, n'a pas caché sa position favorable au développement du nucléaire en France. Vous confirmez ? Moi déjà, je suis pour l'indépendance de la France au niveau énergétique. Ça, c'est la première des priorités. Deuxième chose, nationalisation. C'est un mot important, mais la gestion des centrales nucléaires, ce n'est pas une simple question qu'on doit balayer de... Parce que là, on n'en entend pas de qui gère les centrales nucléaires. Mais aujourd'hui, c'est le privé. Première chose, nationalisation. Qui gère les centrales nucléaires. C'est EDF qui est public à 85%. Donc c'est pas le privé qui gère les centrales nucléaires. On va venir sur EDF, ça, on va bien rigoler sur EDF. C'est-à-dire, ne dites pas que c'est le privé qui gère les centrales nucléaires. Donc ça, c'est important. Deuxième chose, sur le nucléaire, effectivement, c'est une ressource aujourd'hui énergétique à bas coût. Ce qu'il faut surtout, c'est la gestion publique des déchets. Ça, c'est une vraie question aujourd'hui. C'est les déchets nucléaires et c'est une vraie problématique pour demain. Sur l'enjeu énergétique, moi, je rappellerai juste deux choses. Parce qu'il y a un moment donné, moi, je veux bien qu'on parle de l'énergie, de l'indépendance, comme ça a pu être évoqué, et puis de la suite. Mais au niveau européen, on va être beaucoup contraint. Je veux dire, il y a un moment donné, au niveau européen, et d'ailleurs, même Europe Écologie Les Verts ont pu voter ça, c'est la libéralisation de l'économie. Et à partir du moment aujourd'hui, vous avez énormément de fournisseurs d'électricité. Je vous rappelle que EDF vend son électricité à ses concurrents beaucoup moins cher et surtout inférieur au prix où ça lui coûte à produire. C'est important de le savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, EDF vend à perte à ses concurrents qui, eux, essayent de gagner des marchés au travers l'ensemble des usagers, à perte, pour que justement on continue à démanteler le service public. Et ça, c'est important de le dire. Macron y est responsable, Hollande y est aussi tout aussi responsable. Et ça, on n'en parle pas de l'énergie de ce côté-là. On parle juste simplement de centrales nucléaires, énergie renouvelable, etc. Mais la gestion de l'énergie, elle est importante. Et aujourd'hui, on va vers une catastrophe importante, puisque, regardez les envolées de l'énergie, le prix. Il est lié à quoi? Il est lié tout simplement à la concurrence. On nous a fait croire pendant des années à la libre concurrence et non faussée au niveau de l'Union européenne. C'est un mensonge, c'est un tissu de mensonges. Aujourd'hui, la fin du service public permet justement à l'enrichissement de plusieurs entreprises sur le dos des Français, faire envoler le prix de l'électricité, alors que normalement l'État est censé réguler. C'est la fin des prix régulés. En fait, on n'en parle pas de ça. Mais c'est pareil. C'est-à-dire que demain, on va pouvoir, comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il va y avoir une explosion de factures parce qu'il fait froid, parce qu'il fait chaud, etc., etc. Et je crois que il est là l'enjeu. Donc moi, excusez-moi, mais je vais sortir un petit peu du débat de il faut des éoliennes, il faut des moulins à eau, il faut des centrales nucléaires, etc. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est la gestion et qu'aujourd'hui, les Français vont subir demain, parce que c'est bien le bouclier que vient d'évoquer Emmanuel Macron. Mais en fait, ce qui va se passer après les législatives, c'est encore plus d'augmentation du gaz et de l'électricité. Mais ça, on ne nous le dit pas. Juste, je reviens sur Fessenheim parce que c'est quand même une erreur politique majeure. La haute autorité de sûreté nucléaire n'a jamais dit que Fessenheim était dangereuse. Par contre, il y a eu des promesses faites aux écologies au moment où Hollande était au pouvoir. Et ces promesses, c'était de fermer Fessenheim. Et Emmanuel Macron a acté. C'était une décision purement politique pour pouvoir avoir les écologistes avec lui dans son gouvernement. Point. Adressez-vous aux écologistes. Mais vous êtes tous les deux dans le même bar. C'était le gouvernement Hollande. C'était le gouvernement de François Hollande. Pourquoi le cacher? Pourquoi renouvelable? Pourquoi le cacher? Une France 100% intermittente, 100% dépendante du gaz russe, 100% plus d'émissions de gaz à effet de serre. Vous assumez ça. Aujourd'hui, c'est une erreur majeure qui nous coûte beaucoup.
Un dernier petit mot pour clore sur ce sujet qui va concerner beaucoup d'habitants de l'agglomération et d'ailleurs de la France dans les années à venir, c'est la ZFE, l'interdiction progressive pour les voitures de rouler dans les centres-villes. Et l'agglomération grenobloise s'est portée candidate pour adopter ce dispositif. Alors on n'est pas d'accord au sein de la métropole sur le rythme à laquelle cette ZFE doit se mettre en place. Éric Piolle voudrait que ça se mette en place très rapidement, en 2028 pour l'interdiction des véhicules à diesel. Christophe Ferrari est un peu peut-être plus pragmatique et voit une échéance un peu plus lointaine. Quelle est votre position sur cette ZFE? C'est un passage obligé aujourd'hui, Cyril Chatelain, de contraindre les automobilistes à ne plus prendre leur voiture en centre-ville? Alors aujourd'hui, que ce soit le dérèglement climatique ou la pollution de l'air, ça nous concerne tous. Mais les premiers impactés, ce sont les ménages modestes. Et donc, en fait, aujourd'hui, lutter contre le dérèglement climatique comme lutter pour l'amélioration de la qualité de l'air, c'est préserver notre santé à tous et préserver d'abord celle des plus fragiles. Donc oui, il faut qu'on agisse de manière forte sur cette question-là. Par contre, aujourd'hui, donc moi, j'aurais soutenu la ZFE et je l'aurais votée. Par contre, je serais venue la défendre avec les élus locaux parce que je pense que quand on prend des décisions à l'Assemblée, il faut être à leur côté, non seulement pour l'expliquer aux habitants et expliquer pourquoi on les a votés, mais aussi pour demander un accompagnement. C'est-à-dire que, par exemple, on a la niche fiscale sur le kérosène qui permet aux avions de voler en payant moins d'impôts. On aurait pu la supprimer, par exemple, pour les vols intérieurs, c'est 500 millions d'euros. 500 millions d'euros qu'on peut mettre pour accompagner les ménages de 3 manières différentes. Un, il faut remettre du service et du service de proximité. C'est-à-dire que si on a des choses plus près de chez soi, on prend moins la voiture. La deuxième chose, investir dans les transports en commun, le RER métropolitain, le tram-train, augmenter la fréquence des bus. Et la troisième chose, c'est qu'il faut partager la voiture, autopartage, covoiturage, et il faut pouvoir accompagner les ménages pour qu'ils puissent investir dans d'autres moyens de mobilité, des voitures plus propres. Jean-Charles Collaroy. Oui, je partage des choses qui ont été dites par Cyril Chatelain. La pollution de l'air, c'est 50 000 décès prématurés chaque année. Donc il faut agir de façon volontariste. Ce n'est pas que la voiture. Il y a aussi le chauffage au bois non performant. Et donc c'est pour ça que tous les travaux qu'on mène sur la rénovation des bâtiments, sur les changements de mode de chauffage, c'est très important. Et puis sur les véhicules, puisqu'il y a les particules liées à la motorisation, les moteurs thermiques, mais il y a aussi les particules liées au freinage, par exemple. Et je pense qu'on doit travailler, évoluer. On va vers l'électrification. C'est pour ça qu'il faut développer les bornes de recharge de véhicules électriques. Il faut aussi trouver des alternatives pour les entreprises, les professionnels, ce qu'on appelle le rétrofit. Aujourd'hui, on peut changer un moteur thermique vers un moteur électrique. On doit là aussi aller vers des augmentations de subventions. C'est ce qu'on propose. Et puis, et vous l'avez dit, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est souvent les plus modestes d'entre nous qui sont le plus impactés par les conséquences des dérèglements climatiques. Et c'est pour ça qu'on propose, nous, une offre de leasing pour l'accès à des véhicules électriques à moins de 100 € par mois. Ce qui fait qu'ensuite, quand on ne paye plus le carburant, bien, ça fait une offre qui est très avantageuse pour les ménages modestes. Bien voilà, ça fait partie de notre programme et c'est ce qu'on souhaite développer. Fabienne Sarah, est-ce que les concitoyens que vous côtoyez à Échirolles ont conscience que d'ici 3, 4, 5 ans, on ne pourront plus, pour la plupart, utiliser leur voiture pour se déplacer? Ils ont quand même l'impression qu'on a mis un peu la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire on crée une ZFE, et puis après on pense comment est-ce qu'on va se déplacer avec cette ZFE. Enfin, c'est un truc quand même hallucinant. Comment ils vont faire? Là, l'échéance arrive, ils sont en stress, quoi. Moi, la première. On n'a pas développé assez les transports en commun. Là, au niveau de... Enfin, je reprends l'exemple de Visil. Enfin, c'est problématique. Alors, Saint-Jean-de-Vaud, alors, on discutait avec les habitants de Saint-Jean-de-Vaud. Voilà. Effectivement, il faut qu'on les accompagne. Ça va être très compliqué. Mais l'accompagnement, il aurait dû être réfléchi avant. Ah ben, il devrait être on là, fait les choses à l'envers et on continue à les faire à l'envers. Et moi, ça me dérange. Et c'est pour ça que je suis rentrée en politique. C'est pas que j'essaye d'avancer. C'est parce que moi, je suis une citoyenne qui me suis rendu compte que les politiques, ils faisaient les choses à l'envers. Donc, je suis venue vous dire attention. Et si je peux, moi, y aller à Paris pour dire attention, il faut remettre de l'ordre dans tout ça et faire des choses dans le bon sens, eh ben moi, ça me va. Alors, la seule petite différence qu'on aura, on est d'accord sur l'accompagnement, c'est que par contre, ça permet d'envoyer des signaux, notamment aux entreprises. C'est-à-dire que ces réglementations-là, elles leur permettent de dire adaptez-vous dans votre production pour produire des voitures qui vont moins consommer, qui vont être peut-être sans doute moins lourdes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut donner de la visibilité. Il faut, un, accompagner et deux, donner de la visibilité législative. Dire que de tout électrique est écologique, c'est faux. Je suis d'accord. Parce que c'est se dire chez moi, c'est écologique, mais à l'autre bout de la planète, ça pollue 3 fois plus. C'est pour ça qu'il faut 3 piliers. Très court, Jérôme Rubès, parce que vous êtes en avance sur le temps de parole. C'est vrai, alors très court. Je vais être très succinct, mais on voit bien ici la connivence politique qu'il peut y avoir sur ce qu'on appelle, et ce n'est pas un mot vulgaire, mais c'est le capitalisme vert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on est en train d'organiser la marchandisation, demain, de l'écologie. Pourquoi? Elle a raison, Fabienne Sarah.
c'est une chose. La ZFE, c'est contre-productif à partir du moment où on n'a pas mis en place avant les politiques publiques nécessaires qui permettront après de restreindre certains déplacements. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à un moment donné, on parle d'écologie, etc. Mais tout à l'heure, Cyril Châtelain parlait des avions internes. Moi, je vais vous parler d'une chose. On culpabilise le citoyen beaucoup sur les enjeux climatiques, sur les restrictions individuelles à faire. Mais est-ce que vous savez que dans le monde, les 10 cargos de marchandises, les 10 plus gros cargos de fret de marchandises polluent autant que l'ensemble des voitures de la planète? Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les ONG. Donc attaquons-nous déjà aux vrais problèmes sur les enjeux écologiques, qui, je rappelle, ne sont pas que simplement climatiques. D'accord ? C'est tout un écosystème qui aujourd'hui est en danger, et qu'aujourd'hui, ce n'est pas la ZFE qui va régler ce problème-là. Et ce n'est pas en accompagnement ou en donnant 1 500 € aux personnes les plus modestes pour acheter un nouveau véhicule qui va régler le problème. Et juste, je termine très rapidement sur les véhicules électriques. Là, excusez-moi, mais on est dans l'hypocrisie totale parce qu'on va vendre les batteries. Est-ce que vous savez comment sont fabriquées les batteries? C'est du lithium, c'est du cobalt. Donc on est pour que les Africains, ils meurent pour aller chercher dans les mines. Les enfants, les Africains, ils meurent pour qu'ils aillent chercher dans les mines les matières nécessaires pour fabriquer les batteries. Par contre, nous, en France, effectivement, excusez-nous, on roule, on respire de l'air propre. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, on est complètement dans du langage politique et dans la désillusion. Et c'est ça pourquoi ma candidature, elle est nécessaire. C'est que moi, je ne vends pas du rêve et je ne vends pas de l'illusion. Bon, alors, comme vous avez un temps d'avance sur les autres, ce sera votre mot de la fin. Jérôme Rubès, il nous reste quelques minutes. Jean-Charles Collaroy, pour finir, j'avais proposé aux candidats d'aborder un sujet qui leur tenait à cœur. Est-ce que vous avez quelque chose Oui, moi je voulais parler de la proximité des services publics. Moi je suis très fier de ce qu'on a fait par exemple sur la sécurité. Tout à l'heure on parlait de chiffres, mais c'est 60 à 70 fonctionnaires de police et de gendarmerie en plus pour l'Isère. Moi je me suis beaucoup battu pour cela. Et là dans notre programme nous avons 200 gendarmeries supplémentaires sur tout le territoire. Je suis très fier aussi de ce qu'on a fait sur l'école. On a divisé par 2 les effectifs en CPCE1 dans les quartiers populaires, à Saint-Martin-d'Air, à Échirolles. On a empêché aussi toute fermeture de classe si un maire n'est pas d'accord. Donc voilà, c'est ces logiques de proximité, de services publics, France Service, le réseau. C'est ce qu'il nous faut continuer à faire, contrairement à la caricature qui est faite souvent du quinquennat Macron. Oui au dynamisme économique qui nous permet de trouver des marges de manœuvre pour plus de justice sociale, plus de transition écologique. Et nous ne sommes pas comme la NUPS pour l'amnistie pour les gilets jaunes. Nous ne sommes pas contre le nucléaire. Nous sommes clairs aussi sur la laïcité. Je rappelle que la candidate Cyril Châtelain est pro-Burkini, contrairement à 90% des maires de la circonscription. Donc voilà, un programme de clarté derrière le président de la République. Je trouve dommage de finir sur un mensonge. Vous l'avez dit l'autre jour sur le plateau de France 3, vous avez dit je suis féministe, donc je suis pour la liberté des femmes, donc je suis pour le burkini. Ah non, justement, j'ai dit je suis pour la liberté des femmes à disposer de leur corps. Vous rajoutez la suite. Alors c'est intéressant, parce que j'ai cru que vous aviez répondu à la question, peut-être Fabienne Sarah avait aussi compris la même chose. Donc vous êtes contre ou pour le burkini alors? Aujourd'hui, je suis pour la liberté des femmes de disposer de leur corps. C'est-à-dire, mais je vous le dis clairement. Parce qu'en fait, je sais que vous faites campagne sur cette question-là. Je pense que ça évite de parler de votre bilan. Moi, je vous dis, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a 6 000 piscines en France. Vous pensez vraiment que le rôle d'un député d'être sur les 6 000 piscines? Quand Éric Piolle en parle matin, midi et soir et qui vient à votre réunion de lancement de campagne, c'est quand même un sujet intéressant, vous voyez. Eh bien, écoutez, moi, je vous dis mon avis en tant que féministe. Quand moi, je vous parle de la liberté des femmes à disposer de leur corps, je vous parle du droit à l'avortement qui a été inscrit dans de nombreux pays. Je vous parle effectivement la PMA dans le quinquennat précédent, sous Emmanuel Macron, que nous avons permise pour les femmes. C'est ça dont vous parlez? Mais est-ce que vous êtes pour ou contre le burkini? Non, mais attendez, est-ce que vous êtes pour ou contre le burkini? Non, mais je voudrais pas ça n'a rien à voir avec le féminisme. Je pense que l'erreur, c'est d'avoir relié ça au féminisme. Ça n'a rien à voir ce qui s'est passé à Grenoble. Ça n'a rien à voir. Non, mais parce que moi, je voudrais pas avoir mon mot de fin sur le burkini parce que je pense vraiment que c'est un épouvantail de fin de campagne. Je pense que vu que c'est mon mot de fin, ma réponse, vous l'avez, c'est-à-dire que pour moi, la question, c'est la neutralité des services publics, c'est la liberté des femmes à disposer de leur corps. C'est celle-ci ma réponse. La neutralité, c'est de ne pas pouvoir introduire tout signe religieux dans un espace. Non, je vous dis ce que moi je défends. C'est pour ça que je vous dis que ça n'a rien à voir avec le féminisme. Je défends la question de la neutralité. Je m'excuse parce qu'en fait, je sais que vous l'utilisez comme un épouvantail, ça vous évite de faire campagne. Donc moi, je vais vous dire... Excusez-moi, pour le moment, je ne vous ai pas beaucoup vu. Vous rigolez, on était sur les mêmes marchés, on tracte, je vous vois. Hier, par exemple, j'étais sur le marché, mais je suis désolée, excusez-moi. Je suis aussi à des endroits. Pardon. Non, mais peut-être que ça, je n'aurais pas dû. Mais par contre, excusez-moi, je voudrais finir quand même, vu que je sais que c'est la fin. Vu que je sais que c'est la fin de notre émission. Ma réponse, je vais vous donner ce pourquoi je vais me battre à l'Assemblée. Parce qu'effectivement, le règlement des 6 000 piscines françaises, ça ne sera pas mon combat à l'Assemblée. Le plan, midi et soir. Quand ça arrivera à Échirolles ou à Saint-Martin-d'Air, si vous avez un problème avec
avec Éric Piolle, présentez-vous pour être maire de Grenoble. Aujourd'hui, réunion de lancement de campagne. Excusez-moi, oui, parce qu'effectivement, comme il y avait 90% des maires de la circonscription ont fait une tribune pour être contre le burkini. Là, il y avait Christophe Ferrari, il y avait Pierre Véry, il y avait Ludovic Bustos, il y avait Florent Cholat, il y avait Francis Dietrich. Donc j'avais le maire de Champagné, le maire de Champs-sur-Drac. Et effectivement, je vais vous dire ce qu'ils me disent. Ils me disent aujourd'hui, on a besoin d'une majorité de gauche et écologiste. Parce qu'en fait, les questions qui se sont devant nous, c'est celles qu'on a traitées. C'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question de l'écologie, c'est la sécheresse et c'est le fait que les gens, ils n'arrivent plus à payer leur alimentation comme ils le voudraient. Et donc, je vais finir quand même sur ma proposition. La question que je vais porter à l'Assemblée nationale, c'est la lutte contre l'obsolescence programmée. Parce qu'en fait, c'est vraiment... Ça symbolise ce combat-là. C'est-à-dire que quand on a un frigo ou une machine à laver qui tombe en panne quelques mois après la fin de la garantie, bah oui, c'est un problème dans son budget, parce que généralement, on n'a pas prévu de pouvoir racheter ce genre d'outils, et c'est un problème pour la planète, parce qu'on doit de nouveau consommer de l'énergie et consommer des ressources naturelles. Et donc, aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est-à-dire que les gens sont prêts à changer, mais il faut que le système économique s'adapte, et il faut qu'on ait un modèle de consommation beaucoup plus durable avec des produits qui durent. On a su le faire, on saura de nouveau le faire, et pour ça, il faut augmenter la durée de garantie. Et c'est notre majorité qui le fera. Mot de la fin pour Fabienne Sarah, c'est vous qui êtes un petit peu en retard sur le temps de parole. Donc, oui. Alors, par rapport à tout ce qu'on a vu là, moi je vais vous dire, il y a un mot dans notre programme, à Philippe Maldonado et à moi, puisque nous serons deux à travailler ensemble, c'est respect. Et là, tout ce qu'on a vu sur ce plateau, c'est pas ça. Oh, vous allez laisser débattre. Oui, mais là, le final est un peu compliqué. Voilà. La qualité du débat Exactement. Et si je vais aller à l'Assemblée nationale, c'est justement pour porter cette autre manière de faire, beaucoup plus proche des habitants, puisqu'on a décidé aussi de faire une permanence itinérante. Et ça, c'est vraiment important. Et là, j'ai commencé à aller à la rencontre des habitants. Ça manque, la proximité. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de député. Je suis désolée, Monsieur Collaroy, mais c'est ce qu'ils me disent. Ils ne savent pas qui est leur député. Et si moi, j'ai un objectif, c'est que dans 5 ans, on sache que Fabienne Sarah, c'était la députée de la 2e circo. Voilà. Et bien voilà, ils voteront les 12 et 19 juin. On affiche une dernière fois la liste des autres candidats, puisqu'il y a 12 candidats sur cette deuxième circonscription de l'Isère. Voilà, Grégory Manoukian, Muriel Burgaz, Maxence Morand, Carole Gondin, Mohamed Gafsi, Chantal Gomez, Chloé Bailly et David Olivier. Vous aurez à choisir, si vous êtes sur cette circonscription, les 12 et 19 juin pour élire votre représentant. On sera d'ailleurs en direct de la préfecture ces 2 soirs d'élection pour vous faire vivre les résultats et puis les réactions de tous ces candidats. Merci en tout cas à tous les 4 d'être venus, d'avoir débattu, d'avoir joué le jeu de ce débat enregistré en conditions de direct. On se retrouve très prochainement pour une autre circonscription. Merci. Merci à vous. Merci.